Alors déjà, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le live hebdomadaire d'Openlo. Au début du confinement, on a eu l'envie, comme plein d'autres acteurs de notre écosystème et au-delà, de garder le contact avec la communauté Openlo, l'association, les adhérents, mais pas que, évidemment, tous les réseaux et les professionnels avec qui on travaille activement toute l'année durant. L'angle de départ, c'était la continuité de l'activité, la continuité notamment des efforts d'innovation et d'exploration des uns et des autres. Et puis, de semaine en semaine, ça s'est enrichi, ça s'est diversifié. On a déjà, donc, sur 4 épisodes, le 5e aujourd'hui, une matière très riche, très intéressante, dont on a prévu de faire une restitution sous forme, je pense, de comptes et de table ronde en novembre prochain, lors des rendez-vous, du rendez-vous des transformations du droit, donc c'est le nouvel intitulé du village de la Legal Tech, qui pour 2020 s'étoffe, et se tiendra donc en présentiel, en public, au Palais des Congrès mi-novembre, si tout va bien. Ça, évidemment, est conditionnel pour l'instant. Voilà. Je m'en tiens à ça pour l'intro et je te laisse la parole, Anne. Ouais, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de nous recevoir aujourd'hui chez vous pour le live et pour ceux qui nous regardent en replay. Merci de nous suivre depuis votre salon, votre canapé, peut-être votre bureau, votre chambre, votre salle à manger ou peut-être la cuisine à l'approche du repas. En tout cas, nous avons aujourd'hui un panel d'experts de haute volée pour la thématique du jour. Petite introduction au départ pour poser le cadre, petit rappel aussi du contexte, je pense que tout le monde le connaît, n'oubliez pas, J-4, mais surtout on keep calme. Aujourd'hui, dans une période de sortie de crise sanitaire et d'une entrée de crise socio-économique, jamais un pays n'aura été autant rythmé par un afflux de mesures législatives sans précédent impactant le fonctionnement de toute une nation, de chaque pan d'activité et tout autant forcément de matière de droit. Ce bouleversement que nous traversons est de manière contrainte un catalyseur de la transformation digitale de la justice et des acteurs qui la composent, un accélérateur de la prise de décision en cycle court, mais c'est aussi une occasion de gagner en efficacité opérationnelle. Dans le même temps, jamais les juristes n'ont autant joué un rôle pivot et été sollicités pour apporter un éclairage de l'information au sein de leur organisation et auprès de leurs clients. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous des experts de l'information juridique qui vont nous éclairer sur la manière dont ils contribuent chaque jour à renforcer l'expertise des décideurs de par leur décryptage averti. Alors, qui sont ces décodeurs de l'information? Nous avons la chance d'avoir avec nous donc Arnaud Dumouriez, rédacteur en chef de Le Monde du Droit, Gaël Marot-Desgrottes, rédacteur en chef du site Actualité du droit de Wolter Kluwer, Laurent Montan, rédacteur en chef à La Quotidienne aux éditions Francis Lefebvre du groupe Lefebvre Sarru, Olivier Anceski, manager équipe produit et veille juridique et knowledge manager à la direction d'information et d'éveil SVB Group Kirudis, et June Perrault, directrice des revues et responsable pédagogique de l'ex-learning chez LexBase. Alors, première question, bien sûr, en cette période de confinement et à l'approche de cette période de déconfinement, comment allez-vous? Et on va commencer bien évidemment par les dames et je vais laisser la parole tout de suite à June Perrault. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ah, très bien. Bonjour à tous et merci pour cette invitation et cette initiative. Oui, ça va très bien. Je vous apprends rien, on est en télétravail à 100%. Voilà, donc c'est pas vraiment une nouveauté pour nous le télétravail puisque ce qui a été vraiment nouveau, c'était que l'ensemble des équipes soient en télétravail au même moment et pendant une période indéfinie. Après, ça a juste impliqué de repenser notre façon de travailler, de collaborer tous ensemble et voilà, généraliser des outils collaboratifs et de visioconférence, là où il pourrait y avoir encore quelques points de résistance. Donc oui, globalement, ça va plutôt bien. Tout ça se gère très bien, j'ai envie de dire. On va en parler. Vous avez déjà amorcé tout ce qu'on va dire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi bien sûr vous, à titre personnel, bien sûr. Oui, ça va. Bonne adaptation. Ça va. On a quand même hâte que ça se termine, mais ça va bien. Bien. Gaël, pareil, comment allez-vous aujourd'hui en ce temps de futur déconfinement? Alors déconfinement, j'ai l'impression que pour nous ça va pas être tout de suite parce qu'on va continuer le télétravail. C'est vrai que nous on est habitués depuis 5 ans qu'on a 5 points maintenant à fonctionner par télétravail et donc ça marche plutôt bien. Ça prend pas mal d'énergie, mais ça va bien. Une période indescriptible, mais voilà.
Bien. Votre ton traduit exactement vos propos, ça nous donne la pêche. Pareil, Laurent, comment ça va aujourd'hui? Sur le plan personnel, écoute, ça va bien, je te remercie. Étonnamment bien, parce que je suis pas tellement habitué à rester à la maison, mais je m'y suis très bien fait. Et voilà, un petit peu compliqué en fait de gérer la frontière entre la vie perso et la vie professionnelle. J'ai l'impression d'être dans un tunnel et de bosser H24. Mais autrement, tout va bien. Bon, merci. Arnaud, pareil. Bonjour Dan, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ça va très bien. Voilà, comme tout le monde, comme ce qui a été dit, on a été obligé de se réorganiser. Je vais pas anticiper sur la discussion qu'on va avoir après, mais effectivement, la frontière vie perso, vie professionnelle est compliquée. Et puis le fait de rester chez soi toute la journée, comme pour tout le monde, c'est difficile, d'autant plus on a un métier, on a l'habitude d'aller à la rencontre des professionnels du droit, des acteurs du monde du droit en général. Mais en tout cas, le moral est bon, je vais bien, et puis j'ai le plaisir à vous voir tous en bonne santé, et puis voilà, retrouver le sourire de Dan, c'est merveilleux. Bien, c'est vrai que pour un homme de terrain comme vous, Arnaud, ça va être compliqué en ce moment aujourd'hui, comme pas mal pour nous tous. Olivier, pareil, comment allez-vous? Alors, Muriel Doyen, je vous vois, c'est ça? Vous qui connaissez bien Olivier, comment il va? Olivier, alors je ne l'ai pas vu quand même ces derniers temps, hein, il faut le savoir. Nous, on l'a vu il y a 10 minutes, maintenant on ne le voit plus. Non, mais Olivier, je pense Olivier va bien, pas de souci, je crois qu'on sait. Excusez-moi, Olivier est en train de voudrait répondre à la question, là. Ah, ben parfait. Bon. Apparemment, ça va bien, mais la technique va pas trop bien. On va poursuivre. Merci en tout cas, Muriel, de nous avoir donné des nouvelles, Olivier. On va poursuivre le débat avec vous. Alors, la première question que j'ai envie de… Attends, excuse-moi. Tu n'entends pas Olivier quand il parle, là? Non. Peut-être que je suis le seul, mais… Oh. Oui, là, je crois que ça m'a l'air d'être la seule solution, parce que là… je ne vois pas très très bien comment on peut faire. Donc, Olivier demande si Muriel peut prendre le relais. Muriel, vous en êtes d'accord? On n'entend pas Muriel non plus. Il faudrait remettre votre micro. Le micro. Non, mais c'est mieux, j'ai mon micro remis, oui, tout à fait. Ok, parfait. Bon, ben, vous voyez, comme quoi, en cette période, on doit tous être agiles et s'adapter. Ben ouais, on montre, c'est l'exemple concret qu'on est capable aujourd'hui, on a une grande capacité de s'adapter. Alors, première question que j'ai regroupée un peu enfin, on va dire qu'il y a deux questions en une. C'est comment, déjà, organisez-vous dans vos rédactions et vos services depuis le début de cette crise sanitaire? Et forcément, de manière implicite, comment vous avez maintenu vos offres et services à destination et de vos clients et plus largement de votre communauté. June, si vous voulez bien, on va commencer par vous. Eh bien, écoutez, donc c'est simple, hein, on a généralisé le télétravail très rapidement, en fait, dès l'annonce du confinement. Donc, toutes les équipes se sont confinées où elles le souhaitaient. Elles ont utilisé leurs ordinateurs personnels ou fournis par l'entreprise. Et on a mis en place pas mal d'outils collaboratifs qu'on utilisait déjà un peu, mais qui sont complètement démocratisés. Par exemple, on utilise beaucoup Teams de notre côté, mais pas que, ça dépend des services. Et puis surtout, on a pris le pli de tous passer sur la visioconférence en utilisant particulièrement Zoom ou d'autres outils. Voilà, ça a permis de maintenir le lien, de travailler au quotidien ensemble. Donc au départ, il y a eu un petit temps d'ajustement nécessairement. Tout le monde s'adapte pas au même rythme et de la même façon, mais là, globalement, après 2 mois, je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Et on est très content de savoir qu'on a réussi à s'adapter tous à cette situation. Après, en ce qui concerne le maintien de nos services et offres, en fait, en ce qui concerne l'Exbase, c'est assez simple. Enfin, dans la mesure où on est un éditeur 100% numérique, la question du maintien de nos services n'a pas vraiment été un sujet. Donc, on a simplement fait le choix pendant toute la durée du confinement de mettre en accès libre l'intégralité de nos sources. Que ce soit les jurisprudences, les revues, les ouvrages, tous les documents pratiques, tout est disponible. Et voilà, donc sur ce point, c'était pas tellement difficile, c'était plus une question d'organisation. Comme on fait pas de papier, il s'agissait simplement de basculer nos équipes vers un télétravail et adapter notre activité numérique à tout ça.
Donc, de notre côté, je pense que la principale difficulté, ça a plutôt été de suivre l'actualité et la surproduction normative. Mmh. Et ce que j'ai pu constater, en tout cas du côté éditorial, c'est que le confinement a vraiment rendu difficile la recherche d'auteurs pour commenter cette masse d'actualité, en fait. Parce que là où d'habitude les universitaires sont très disponibles, eh bien ils le sont devenus beaucoup moins avec les obligations de continuité pédagogique, en fait. Et à l'inverse, les avocats, eux, sont devenus très disponibles en raison de l'arrêt de l'activité judiciaire. Donc on a senti la vague venir, on s'est mis en ordre de bataille et on a traité au mieux l'information avec les professionnels disponibles. Et voilà, aujourd'hui, l'enjeu était vraiment structurel. C'était juste une coordination de notre équipe au quotidien, coordination de nos actions éditoriales pour proposer des contenus réactifs complets et surtout multi-support, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a réussi à vraiment développer dans le cadre de cette crise, c'est d'accentuer notre approche multi-support. Donc, on a fait des dossiers spéciaux, des brefs, des podcasts, technique. Et des vidéos et des articles, voilà. Voilà, justement, on va revenir après sur savoir, pour voir un peu comment s'il y a eu, si on consomme du coup le droit différemment en cette période de confinement, et du coup, quelles sont aussi les solutions qui ont émergé aujourd'hui, quels sont les canaux qui ont émergé justement pour délivrer l'information. Je rajoute une petite question, peut-être qui n'était pas prévue, mais qui m'intéresse aussi, peut-être qui intéresse les gens qui nous regardent. Il y a beaucoup d'infobésité aujourd'hui, il y a des pics d'informations assez monstrueux. Est-ce que vous avez pu mesurer ou avoir un retour justement aujourd'hui de la consommation sur un mois et demi à peu près aujourd'hui du trafic, un peu la consultation d'informations sur l'ex-base? Alors avec l'ouverture en plus de la gratuité. Donc. Oui. Alors on a des statistiques clairement par rapport aux campagnes de mailing qui ont été faites. On a des taux d'ouverture qui nous sont revenus, qui sont effectivement beaucoup plus importants qu'en temps normal. Je pense que comme vous le dites très bien, c'est une question d'infobésité. Il y a une boulimie de la consommation de l'information qu'on a vraiment constaté ça. Et après, je sais pas si on a assez de recul, mais c'est quand même c'est quand même très lié à la crise, donc c'est difficile de savoir si ça va s'instaurer dans le temps cette infobésité. Mais oui, clairement, la vague d'informations qui est venue de l'actualité normative et des informations du gouvernement qui surgissent de toutes parts, je pense que oui, côté statistique, on le constate aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, John. Gaël, aussi de votre côté, pouvez-vous nous témoigner un peu l'organisation en interne et puis notamment aussi la manière dont vous êtes organisé pour assurer le maintien de vos services auprès de votre client et de votre communauté? Vous m'entendez? Ouais. Non, mais depuis notre déménagement, nous on est organisé en télétravail, donc on avait tous toutes 1 ou 2 jours de télétravail, et maintenant on a juste généralisé à partir du confinement à 1 semaine entière. Ce qui a peut-être été plus compliqué, c'est tout ce qui est coordination éditoriale, parce que là où avant on allait de bureau en bureau pour organiser le traitement de l'information, là ça passe par mail, donc c'est nettement moins convivial, c'est efficace mais nettement moins convivial. C'est peut-être un peu le côté négatif qu'on a essayé de compenser avec des Zooms, des Teams ou autres, pour remettre un peu de vivant là-dedans, parce que je pense qu'on en a tous besoin. L'organisation et l'efficacité c'est bien, mais l'humain aussi c'est important. Je pense qu'on a aussi décalé notre journée de travail. Lorsqu'on appréhendait des gros journaux officiels, on s'est levé plus tôt, sachant que les JO sont envoyés vers 2h du matin. Donc, on était plusieurs vers 6h du matin parfois à être sur le JO. Avant le café, c'était le JO. Voilà, comme ça permettait de fournir une information dans la journée assez rapide, puisque nos clients étaient quand même très demandeurs de réactivité. Donc, on a encore accéléré de ce côté-là. Ça, c'était pour tout ce qui était actualité. Pour les services de formation aussi, il y a dû y avoir une adaptation puisque évidemment le présentiel n'était plus possible. Et donc là, également, il y a une évolution rapide avec des formations spéciales Covid en ligne qui fonctionnent bien. Ce qui a peut-être été plus compliqué, c'est pour les annonces et formalités légales, parce qu'évidemment, il y avait encore pas assez de télétransmission. Mais là, ça revient, enfin, ça s'accélère un peu, donc ça va mieux de ce côté-là. Sur les stats, nous, le site est monitoré par Google Analytics, donc on a pu screener un peu tout ça. On a eu des pics absolument extrêmement importants, particulièrement sur toutes les ordonnances, chômage partiel ou autre, tout ce qui était état d'urgence sanitaire. Donc ça, on l'a observé de près. On a gagné en moyenne 30% d'abonnés. Ensuite, il y a eu les vacances scolaires, donc là, on a observé une nette déconnexion.
Voilà. Et puis maintenant, comme dit June, il faut voir si la tendance va perdurer, en tout cas sur l'actualité du droit dans les prochaines semaines, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'informations. On nous promet encore des projets de loi dans les semaines qui viennent qui vont déroger aux mesures dérogatoires. C'est pas simple. Hein. Il faut parfois des Doliprane, mais on y arrive. Merci beaucoup Gaël. Donc j'ai vu qu'apparemment votre vie était rythmée par le JO, Voilà. donc c'est assez sportif, donc c'est un vrai marathon, c'est d'autres JO. Laurent, pareil, au sein des éditions Francis Lefebvre. Alors Dan, je sais plus à quelle question je réponds là, parce que j'ai d'énormes blancs. Si c'est toujours la première question, celle concernant l'organisation. Oui, tout à fait, l'organisation et la manière dont vous avez maintenu l'activité auprès de vos clients et votre communauté. Oui. Alors les choses se sont passées avec une facilité en termes d'organisation assez déconcertante, à savoir que on est. Oui, donc je disais que on était vraiment passé en termes d'organisation au travail à domicile avec une facilité déconcertante, et que moi je suis premier surpris de constater que on peut vraiment travailler à distance, et j'avais pas du tout anticipé comme tout le monde le Covid, mais on y est passé avec beaucoup de facilité. Voilà. Après pour le reste, les rédactions, je vais reprendre un peu ce que mes petits camarades ont dit avant moi. Les rédactions sont sur le pont H24, ont été sur le pont H24. La foison réglementaire a fait que il fallait vraiment traiter les informations avec beaucoup de réactivité. Le temps d'analyse était considérablement réduit, ce qui n'a pas toujours été évident à gérer. Donc il y a eu des moments de surchauffe, mais voilà, tout a été accompagné. Et là aussi, on a dû faire preuve d'adaptation. On a dû aussi revenir et remettre sur le métier en permanence tout ce qui était écrit, parce que très très souvent le lendemain ou le surlendemain, il fallait revenir sur les choses. Il y a tout un travail de mise à jour qui a été hyper important et qu'on a essayé de conduire au mieux. Voilà. Okay. Le trafic, je sais pas si on en parle maintenant, mais c'est vrai que il a explosé. Alors moi, je travaille sur un service gratuit, donc la fréquentation est par définition assez importante. Mais chez Dalloz, dans les autres entités du groupe, chez Dalloz, aux éditions législatives, le trafic a augmenté de manière tout à fait remarquable. Et il y a effectivement un gros appétit de la part des clients. Et ce qui me paraît important, c'est aussi le service qu'on a rendu dans cette période particulièrement nouvelle, inédite et difficile. Voilà. Là, j'ai eu vraiment le sentiment qu'on rendait un service à nos clients. Oui, vous aussi. Autant le juriste a un rôle pivot, autant vous avez un rôle central, évidemment, ça c'est sûr. Merci beaucoup Laurent. Muriel aussi, pareil de votre côté chez SVP Kérudis. Alors, chez SVP Kérudis, depuis le 16 mars, en fait, tout le monde est en télétravail. Alors, on avait eu l'occasion déjà de le tester un peu avec les grèves de transport et surtout parce que le télétravail est intégré dans notre organisation depuis 2 ans environ et qu'on a aussi, nous, un certain nombre, en fait, de collaborateurs qui travaillent à distance ou en home office en province ou dans les sites de nos filiales. Voilà. Donc, on n'a pas rencontré de problématiques majeures. Tout ça s'est mis en place assez facilement et rapidement. On avait aussi un peu anticipé les outils collaboratifs pour pouvoir effectivement entretenir la liaison, la communication entre les équipes, entre le management et les équipes notamment. Donc, nous, on utilise Workplace pour échanger très, très, très souvent ensemble. Et puis, on a effectivement Teams ou Google Meet pour nos réunions et nos visions ensemble ou avec nos clients. Comment on a maintenu le service? Finalement, assez facilement, puisque nous, on intervient à distance. Donc, nos clients nous sollicitent via leur espace client sur notre plateforme de service, peuvent nous joindre par téléphone. Donc, tout ça a été maintenu sans difficulté majeure. On a aussi un modèle économique qui fait qu'on a une récurrence de clients. Donc, les clients, d'ailleurs, nous ont beaucoup sollicités. Nous, on a effectivement eu un pic de demande là sur les 3 dernières semaines de mars, première semaine d'avril, et là, on est encore en activité très, très soutenue. On a renforcé tout notre contenu d'information à destination de nos clients, mais aussi plus largement
au marché, puisqu'on a mis à disposition gratuitement une de nos bases de connaissances pour aussi effectivement accompagner ceux qui en ont besoin et rendre service, entre guillemets. Donc, avec pas de difficulté non plus trop importante sur ce volet rédactionnel, puisque nous avons une équipe d'analystes et de veilleurs en interne qui prend en charge ce contenu rédactionnel à destination de nos clients et de nos prospects. Donc, on a pu le poursuivre et l'accélérer sans difficulté majeure. Et on a constaté, effectivement, nous, tant évidemment côté plateforme de service, donc demande client, que sur notre site, entre guillemets, public, des pics d'audience, des emailings, puisqu'on a fait partir des emailings tous les jours pour pousser de l'information avec des ouvertures de clics qu'on n'avait jamais connues. Donc, vraiment, effectivement, un trafic exponentiel. Ok. Et merci beaucoup, Muriel, d'avoir soulevé le point de la trésorerie, parce que c'est vrai que vous avez tous, vous, éditeurs, un modèle économique basé sur l'abonnement et qui crée de la récurrence. Et d'ailleurs, qui fait énormément aujourd'hui, en ce moment, réfléchir les avocats sur le sujet, justement, pour essayer d'avoir de la trésorerie de côté. Arnaud, pareil. Alors, comment on s'est adapté à la situation? Alors, comme mes confrères et consoeurs, donc comme on est un média 100% Internet, on a l'habitude de travailler en télétravail, dans le cadre de nos déplacements, d'écrire des articles, que ce soit dans un train, dans un hôtel, sur le lieu d'un événement, etc. Donc, ça a pas entraîné de difficulté de se mettre en télétravail et de travailler, de faire son travail quotidien de journaliste juridique depuis son domicile. Par contre, ça a renforcé forcément la communication, comme on a l'habitude de se voir quotidiennement au bureau dans la salle de rédaction. Là, on se voit pas, donc forcément, on échange plus. Donc, j'ai réactivé un groupe WhatsApp que j'avais créé pendant la grève des transports liée à la réforme des retraites pour pouvoir communiquer rapidement sur des infos, de se partager les sujets à traiter. Pour ce faire, on a un wiki que j'ai mis en place il y a 10 ans quand j'ai pris la tête de la rédaction du Monde du Droit. J'ai créé un wiki sur lequel on a tout le planning rédactionnel, l'agenda de la rédaction, les deadlines, les contacts. Donc, il nous sert bien dans ce temps de crise. Comme ça, on a une visibilité sur les sujets à traiter, sur les sujets chauds à ne pas louper, d'autant plus ça a été souligné par mes confrères et consoeurs. On a eu une infobésité, énormément de textes, plus de 150 textes liés à la crise du Covid. On a eu un jour, je crois que c'est le Conseil des ministres du 25 mars, il y a eu 26 ordonnances en même temps. Donc, il a fallu traiter toute cette information, faire intervenir des experts, que ce soit des avocats, des juristes, pour décrypter cette information, ce qui est le rôle du journaliste juridique, aider à la connaissance du droit, à la diffusion du droit, à la compréhension du droit. Donc ça a été c'était tendu, d'autant plus tendu qu'on a l'habitude de travailler dans l'urgence, mais je dirais que là on est dans une crise quand même sans précédent, avec des atteintes aux libertés. Ça a été souligné par beaucoup. Il y a eu des recours de référés, des ordres, etc. Des restrictions importantes sans précédent. Donc, ça a donné lieu à pléthore de littérature à ce sujet, de commentaires. Donc, il a fallu suivre aussi tout cela et faire réagir les professionnels du droit. Donc, voilà un peu pour l'organisation. Donc, WhatsApp, Wiki, évidemment aussi les outils de visio. Mais sans non plus trop le faire parce que, comme je disais, on échangeait aussi par téléphone, évidemment, et je fais toujours un point hebdo en visio avec mon équipe, pour prendre des nouvelles de chacun, pour échanger aussi, faire le point sur le travail, sur les difficultés éventuellement rencontrées par chacun, parce que c'est une situation qui n'est pas évidente. Sans précédent, donc voilà, pour avoir ces échanges avec mon équipe. S'agissant de la consultation du site, moi je note pareil comme confrères et consoeurs une augmentation de l'audience. Alors moi j'ai regardé juste avant, donc j'ai plus de 30% de trafic en plus sur le monde du droit. Je le note sur les réseaux sociaux parce que j'utilise, étant média sur Internet, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour diffuser mes contenus et j'ai noté une croissance de plus de 56% d'abonnés sur LinkedIn. On vient de franchir notamment la barre des 20 000 abonnés, on se rapproche même des 21 000 abonnés, je crois, sur LinkedIn. Donc, c'est significatif. Ça montre que les professionnels du droit attendent beaucoup de nous, même si on est en B2B, on a des gens qui sont quand même experts dans leur matière. Ils ont quand même besoin de décryptage, d'autant plus que
il y a eu des mesures de soutien du gouvernement et c'était pas toujours très clair. Donc ils étaient en attente de notre décryptage, de notre commentaire, et c'est ce qu'on a essayé, je crois, toutes et tous ici d'apporter. Merci beaucoup Arnaud. Alors c'est vrai, je rebondis sur ce que vous dites, les derniers chiffres sur, on va dire, la consommation des réseaux sociaux et l'usage d'Internet a bondi de plus de 50%, toute tranche d'âge confondue. Aujourd'hui, on passe 6h39 pendant le confinement sur les écrans et notamment sur les réseaux sociaux. Et Twitter arrive en 5e position aujourd'hui sur les 10 sites en fait les plus consultés. Donc c'est vrai que c'est un vecteur aujourd'hui essentiel de communication. Je rebondis par rapport à ça sur ma deuxième question. Alors vous tous éditeurs qui êtes présents, forcément vous avez amorcé depuis longtemps votre virage numérique et la digitalisation aussi de vos fonds d'actualité. Après, c'était pas forcément le cas de vos clients finaux en termes de consommation. Aujourd'hui, vous avez bien vu, on a vu une explosion, une consommation de fonds d'actualité législative, de fonds d'actualité juridique de manière numérique. Mais du coup, on a vu aussi une explosion de nouveaux canaux parce que vous, éditeurs, vous êtes aussi réinventés. Vous avez libéré votre inventivité, votre créativité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a vu l'explosion de newsletters, de podcasts, de webinars, de visioconférences, d'explosion maintenant de legal design sur beaucoup de sites de cabinets d'avocats, d'études de notaires ou même dans les directions juridiques. Donc du coup, votre perception à vous, c'est, et je vais commencer par Gaël, votre perception, c'est aujourd'hui comment du coup, vous avez pu percevoir cette mutation aussi auprès de vos clients sur la manière dont ils consomment l'actualité et de manière induite justement par quel canal aujourd'hui vous la délivrez. Oui. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, je suis tout à fait en ligne avec Arnaud, c'est de simplifier la vie de des façons de rédiger plus ou moins précises pour rester assez objective. Ce qui fait que voilà, on a eu vraiment un rôle à jouer là-dessus. Ce qu'on a essayé, c'est de diversifier la façon d'apporter ce décryptage. Alors, on a ouvert Actualité du droit avec une offre solidaire et de la même manière pour liaisonsociale.fr. On a développé une newsletter spécifique Covid-19 parce que certes l'actualité non Covid-19 perdure, mais il y a une importante actualité Covid-19 et on voulait distinguer les deux parce que le droit dérogatoire reste le droit dérogatoire et il faut quand même suivre le droit positif. Donc les offres solidaires, la newsletter et puis on vient de mettre en ligne un espace Covid-19 qui regroupe l'ensemble des offres des entités du groupe Wolters Kluwer France de nos 4 divisions, tout ce qui est social, santé, formation et annonces et formalités légales. Voilà, on a essayé de diversifier la façon de répondre aux besoins de nos clients. Ok, merci beaucoup Gaëlle. Muriel, aussi de votre côté, chez SVP? Nous, on a diversifié aussi en fait les formats et les canaux pour avoir des produits d'information qui soient soit des premières alertes, découvertes de décryptage, analyse. On a diversifié les canaux puisqu'effectivement, nous, on a pas mal de newsletters, on a pas mal de contenu qu'on poste directement à nos clients via notre plateforme de services. On a développé, surtout ces derniers temps, finalement, des formats vidéo très, très courts qui aussi vont dans le sens de personnaliser finalement la relation avec nos clients puisque ce sont nos experts qui, effectivement, décryptent l'actualité. Et en fait, on s'est efforcé donc depuis le 17 mars, comme je le disais tout à l'heure, finalement d'envoyer ces différents formats, de les pousser régulièrement vers nos clients, à la limite de ne pas attendre qu'ils nous sollicitent. On l'a poussé aussi à l'extérieur, effectivement, une partie d'informations gratuites. On a notamment aussi fait une veille Covid pour nos clients gratuitement. Donc là, ils ont effectivement tous les textes de base et effectivement nos décryptages. Voilà effectivement ce qu'on a fait, diversification des formats, diversification des canaux et finalement aussi de la gratuité pour nos clients, mais aussi plus largement auprès du marché par rapport au contenu d'information qu'on a produit. Ok, merci beaucoup. June, pareil, alors de votre côté, comment ça s'est passé? Écoutez, puisqu'on parle de diversification, en fait, de notre côté, elle est déjà existante, comme je le disais en introduction. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est déjà multiformat. On propose déjà des podcasts, de la vidéo. Donc aujourd'hui, on a accentué ça, évidemment. La vraie nouveauté pour nous, ça a été d'ouvrir l'intégralité de notre site.
et de rendre accessible l'entièreté de nos sources. Et ça a été la mise en place aussi d'une page d'information liée au Covid que l'équipe de rédaction a actualisé au fil de l'eau. On a aussi créé des dossiers spéciaux avec des PowerPoint pour les diffuser auprès de tous les professionnels du droit. Tout ceci s'est accompagné en fait de campagnes de mailing très ciblées sur certains thèmes. Et on a aussi développé des vidéos un peu plus grand public, notamment en expliquant ce qu'était l'état d'urgence sanitaire au moment où c'était débattu. On a eu cette démarche d'aller un peu plus vers le client grâce à des mailings plus ciblés. Et en tout cas, ce qu'on constate, c'est que nous, ça a permis à de nombreux professionnels de découvrir nos contenus éditoriaux pour certains. Et ça, pour nous, c'est un vrai effet positif du confinement, parce que je crois que dans les derniers chiffres, on était à 60% d'augmentation des consultations de notre côté. Voilà. Après, l'étape suivante, pour nous, c'est déjà de penser à ce qu'on va pouvoir proposer de nouveau pour le déconfinement. D'accord. Donc en fait, c'est vrai que du coup, avoir contribué à l'effort, vous tous, je parle, avoir contribué à l'effort collectif sur la mise à disposition de vos fonds, a permis justement, en effet, de pouvoir faire découvrir l'ensemble des offres et services aujourd'hui que vous proposiez. Donc c'est vrai que c'est très pertinent et forcément, c'est très utile pour tout le monde. Arnaud, de votre côté, je sais que vous bougez pas mal et que le monde du droit avait déjà mis en place et anticipé de toute façon pas mal de nouveaux canaux pour faire communiquer. Donc, oui, tout à fait. On a essayé déjà de conserver notre activité et ça a été dit déjà dans cette conférence. C'était une gageure pendant cette période où il y a eu profusion de textes et dans de conditions qu'on connaît. Donc déjà conserver notre activité qui fait, je crois, la force de notre média, puisqu'on a un quotidien et donc on se doit de réagir à l'actualité tous les jours. Ensuite, on s'est demandé, donc on faisait déjà de la vidéo, on fait beaucoup d'articles de décryptage, on interroge tous les jours les professionnels du droit. On s'est demandé comment on pouvait être utile aux professionnels du droit, aux acteurs au-delà des professionnels du droit, aux legal tech, etc. aussi. Tout l'environnement, et donc on a décidé de lancer des podcasts. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, et là c'était l'occasion, ça se prête bien. Et c'était aussi l'occasion de prendre le pouls de comment les acteurs du droit vivaient cette crise inédite, d'avoir des retours d'expérience, et ce format de podcast, donc qui est beaucoup plus long, on est sur des formats de 15 minutes, donne bien justement un retour sur comment les gens vivent la crise, et dans ce moment singulier, donc d'avoir des retours de notaires, d'avocats, legal tech, d'universitaires, comment la formation justement s'est renouvelée, ça a été dit ici, donc d'avoir concrètement comment ils mettent en place les formations en ligne. Voilà, donc ça c'était intéressant d'avoir ce format-là. Et puis c'est aussi au-delà des formats, au niveau éditorial, essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de traitement de l'actualité. Est-ce qu'on ne peut pas voir, il y a le côté un peu qui fait peur de la crise, mais essayer de voir aussi quelles sont les initiatives positives qui ont été faites. Par exemple, on a mis l'accent sur, il y a des avocats qui ont mis des Facebook Live pour échanger des pratiques. Donc, on a fait un article là-dessus. Et essayer de rassurer aussi, il y a des gens qui ont pris une collaboration pendant le coronavirus. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont pu commencer une collaboration? Et la réponse est oui. Donc, mettre en avant des expériences positives aussi qui ont pu être faites pendant la crise. Je crois que c'est aussi le rôle du journaliste, montrer ce qui se passe, mais aussi les bonnes choses, et essayer de donner toujours confiance aussi dans un moment qui est compliqué, on va pas se mentir, mais essayer aussi de traduire tout ce qui se passe. Et c'est pas évident, c'est aussi moi en tout cas comme ça que je vois mon métier, essayer de traduire ce qui se fait maintenant. Voilà. Ok, parfait. C'est vrai que dans cette période d'isolement, rompre l'isolement pour voir un peu comment font les autres et essayer d'avoir justement des retours d'expérience, c'est extrêmement important pour justement essayer d'insuffler un élan d'optimisme et de positivisme. Laurent, tu es toujours avec nous? Alors, je ne vois plus Laurent. Laurent m'entend? Bon. Écoutez, on va laisser peut-être Soumi essayer d'envoyer un message à Laurent pour qu'il puisse se reconnecter. Du coup, on a vu un peu aujourd'hui comment vous êtes organisé, comment vous avez maintenu la continuité de service de l'information et de l'enseignement et de la formation de manière plus large. On a vu qu'il y a une mutation, une évolution de la manière dont on consomme aujourd'hui le droit. Il y a des choses qui vont peut-être perdurer, d'autres peut-être pas. En tout cas, c'est vrai que la période qu'on traverse a été un catalyseur déjà pour vous
de l'accélération, de se mettre sur peut-être de nouveaux supports ou d'optimiser et d'intensifier les supports existants. Moi, ce qui m'intéresse maintenant dans une vision plus un peu prospective, parce qu'on parlait d'un avant, on parlait d'un après. Moi, je pense qu'on peut parler d'un pendant, d'une chose qui va perdurer, même si aujourd'hui on a une vision, comme je dis, au préambule très court-termiste et qu'on essaie de voir vraiment peut-être d'une semaine à l'autre ou sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. On sent bien qu'il y a des choses de toute façon aujourd'hui qui vont profondément changer, que ce soit dans la manière dont on exerce, la manière dont on manage, la manière dont on utilise les outils. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est très très libre et très ouvert. On va commencer par Muriel. Sur les innovations et les transformations donc en cours et à venir, quels sont pour vous les challenges à relever et qu'est-ce qu'aujourd'hui la période qu'on traverse vous inspire pour la suite? Ah, attendez, Muriel, on vous entend pas. Mon micro. Voilà, c'est mieux quand j'ouvre mon micro, on m'entend en fait. Je disais que oui, il y a un avant et il y aura un après. Donc nous effectivement, si je n'évoque que déjà la relation au travail et les modes de management, donc là effectivement, on va nous renforcer de toute manière parce que c'est aussi une demande de nos collaborateurs qu'on a beaucoup. On a beaucoup sollicité nos collaborateurs en fait pendant cette période. On a fait beaucoup de sondages pour savoir comment ils allaient, certes, comment ils vivaient les choses, quelles améliorations ils auraient besoin pour travailler à distance de manière encore beaucoup plus efficace et je dirais sereine. On est aussi beaucoup intervenu pour les alerter sur le fait que il y avait besoin de faire une coupure entre la vie perso et la vie professionnelle et la vie perso parce qu'on s'est rendu compte que les journées étaient beaucoup plus longues et qu'on ne déconnectait pas forcément. Vous m'entendez? Oui, très bien. Pardon, d'accord, parce que je ne voyais plus, j'entendais plus rien. Donc, ça va nous faire réfléchir en termes d'innovation, je dirais plutôt RH, d'autres modes d'organisation, d'autres modes peut-être et manières de management, de manager, et puis aussi réfléchir effectivement sur le renforcement de tous les outils collaboratifs pour être plus performants dans l'usage de ces outils. Par rapport aux clients et je dirais même par rapport à la manière d'adresser notre marché, on va être beaucoup plus attentif, je dirais, aux valeurs qu'on porte sur le marché vis-à-vis de notre marque en fait. Et au niveau effectivement des innovations de notre offre, de toute manière, nous, aujourd'hui, comme je le disais, on intervient à distance, donc on va de toute manière garder cet axe et développer tout ce qui nous permet en fait de personnaliser la relation avec nos clients et de communiquer différemment avec nos clients. Muriel, c'est bon? Oui, voilà ce que je voulais dire de manière effectivement synthétique. Ok, parfait. Merci beaucoup, Muriel. Laurent, est-ce que tu nous entends? Laurent? Oui, tu m'entends? Oui. Oh, donc du coup, on va revenir sur la question précédente, qui était donc en fait aujourd'hui, quelles sont les observations dont on peut faire sur la manière dont l'information juridique est consommée et de manière induite, donc par quel canaux actuels et futurs vous la délivrez. Je suis désolé, vraiment, j'entends rien du tout, Dan. Hein. Je n'entends ni les questions ni les réponses que mes confrères et consoeurs apportent. Tout à l'heure, j'étais parti sur vous parliez de contenu innovant. Tu m'entends là? Oui, on t'entend très bien. Ok. Bon, je sais pas si c'est le moment de le dire, mais on était déjà très avancés sur la production de vidéos, de podcasts, et bien évidemment, on est en train d'accélérer tout ça. J'ai proposé dans le cadre du groupe la création d'un studio média pour accompagner effectivement nos clients sous cette forme, parce qu'on sent qu'il y a un gros appétit. Gros appétit de legal design qui, comme vous l'avez dit, je crois, d'après ce que j'ai pu entendre, répond à un véritable besoin
des clients et des lecteurs. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on a créé un hub from scratch là en très peu de temps, qui nous a permis un hub Lefebvre-Sarrut Solidaire, qui nous a permis de faire converger les contenus de Dalloz, des éditions législatives, de nos entités de formation aussi, et qui permet de mettre à disposition du public les contenus de l'ensemble du groupe. En attendant, on va passer à June, toujours dans cette vision prospective un peu aujourd'hui sur, en gros, quels sont les challenges pour vous à relever, et puis en ce moment, qu'est-ce qui vous inspire, entre guillemets, et qu'est-ce qui va peut-être perdurer d'après vous? Écoutez, je rejoins Muriel sur ce point. C'est vrai que l'après va être un peu orienté vers le management et la réorganisation du travail. C'est vrai qu'on a tous appris qu'on était capable de travailler à distance dans de très bonnes conditions. Donc, je pense qu'on va avoir des interrogations sur ce sujet. Après, pour en revenir au côté de nos clients, en fait, pour nous, c'est difficile de dire ce que ça nous inspire, parce que notre objectif, il a toujours été le même. Qu'on soit en période de confinement ou non, nous, ce qu'on veut, c'est proposer une information bien traitée et bien décryptée, qui s'adapte aux besoins informationnels de nos lecteurs. Donc en fait, cette période de confinement et de surcharge normative, nous, ça nous rappelle simplement cette exigence qui est la nôtre, d'arriver en fait à aiguiller, orienter les lecteurs vers des contenus fiables et scientifiquement intéressants, parce qu'on connaît tous la difficulté aujourd'hui avec les fake news. Donc voilà, nous on a un rôle de vigilance sur ça. Donc voilà, je peux pas dire que ça a généré des idées d'innovation et de transformation, parce que si cette crise nous a appris quelque chose, alors dans ce cas-là, c'est qu'on n'était pas préparé en fait. Mais vous voyez pas une évolution aujourd'hui? On voit bien pour la formation. La formation a été extrêmement impactée. Donc, d'ailleurs, on aurait pu l'inclure dans le sujet, hein, avec tous les acteurs qui est autour de la table, entre guillemets, de la table virtuelle. Mais c'est vrai qu'on peut voir que on a complètement revu aujourd'hui le mode de la formation. Il y a des organismes pour qui c'est très très compliqué en ce moment, parce qu'ils n'ont pas pu prendre ce virage-là, parce qu'ils faisaient la formation en interne, et en même temps à l'extérieur. Il y a des événements qui sont liés aussi, il y a des événements qui sont organisés par certains éditeurs. Donc, on doit pallier à tout ça, s'adapter rapidement, mais finalement, on se dit, c'est pas qu'une solution de repli. On voit tous que finalement, cette solution va perdurer, puisque même des avocats s'y mettent et occupent le terrain. Enfin, on voit des nouveaux acteurs aussi émergents pendant cette période. Donc, c'est par rapport à ça aussi que voilà. Oui. Oui, c'est bien que vous parliez de la formation, parce qu'en fait, nous, la formation, on est un acteur de la formation depuis 13 ans, et on propose déjà de la formation 100% en ligne. Donc nous, la question de comment réadapter le présentiel à la formation en ligne, c'est pas posé. Et là, c'est vrai que ces dernières semaines, pendant le confinement, on a constaté un bond de consommation de nos formations. Donc nous, notre objectif, ça va être vraiment de développer cet aspect formation en ligne. Parce que je crois sincèrement que ça a complètement rebattu les cartes. Et voilà, on va essayer de développer des formations qui sont beaucoup plus en adéquation avec les besoins de nos clients, ce qui était déjà le cas. Mais là, ça nous a conforté en fait dans notre position de formateur, en tout cas, si on s'en tient à la formation. Ouais. Ok, merci beaucoup, June. Gaëlle? Ouais, je pense que côté client, ce qu'il faut retenir, c'est que cette période de confinement forcé, ce sera vraiment un accélérateur de transition digitale. Je pense qu'on en parle depuis longtemps, mais là, on était forcément à distance. Donc, on a eu un usage différent des services et de l'information. Ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, côté éditeur de plus de 180 ans, c'est la capacité à réagir très vite, puisqu'en quelques semaines seulement, on a mis en place un espace Covid-19 qui rassemble toutes les offres que Wolters Kluwer France propose en France. Et ça, c'est quand même un bel exemple d'agilité au service de nos clients. Je pense qu'il faut souligner. Et je pense que c'est cette agilité pour s'adapter sans cesse mieux aux besoins de nos clients qu'on va garder après la crise. Merci Gaëlle. En effet, je vous rejoins là-dessus. Un des grands enjeux que vous aurez tous ici, c'est que comment on va pouvoir du coup capitaliser sur peut-être ces nouveaux lecteurs, ces nouveaux clients qui sont venus vers vous, et comment on va pouvoir capitaliser et les transformer et les fidéliser derrière. Laurent, apparemment tu es revenu. Laurent Montant. Ouais, juste. Oui. Si. Gaëlle. Dan. Oui. Oui, on t'entend.
voulais juste rajouter, c'est que nous, ce qui est intéressant, c'est que quand tu parlais de nouveaux clients, ce dont on s'est rendu compte sur le site Actualité du droit, c'est qu'effectivement, on avait plein de clients qui n'allaient jamais sur notre site avant. Et avec notre offre solidaire d'accès gratuit à Actualité du droit ou à Liaison sociale, sur Actualité du droit, par exemple, on a eu 3500 demandes d'accès gratuit qui sont des clients qui n'allaient pas sur notre site avant. Donc ça, c'est ce qu'il faut souligner. Et à mon avis, c'est important. Ok, et juste rapidement, Gaëlle, et pour la formation aussi, parce que je sais forcément que vous faites de la formation, tu as un écho dessus, un retour des équipes sur le sujet? Bon. Nous, on avait déjà développé une formation à distance avec des e-learning, des webinaires, des conférences enregistrées. Il y a déjà plus de... Ouais, tu m'entends? Oui. On avait développé ces types de supports depuis plusieurs mois, e-learning, webinaires, conférences enregistrées. Mais là, on a mis l'accent, on a mis la force des équipes sur ce type de support de formation et ça marche très bien. Ok. On a une vraie demande des clients sur ce type de support. Parfait. Merci infiniment. Si je peux juste intervenir justement sur le volet formation. Mais justement, je voulais justement revenir vers toi parce que forcément, vous faites de la formation aussi, donc et j'ai pas eu l'occasion justement d'ouvrir la question là-dessus. Donc, bien sûr, Muriel, je t'en prie. Bon, donc nous, on a effectivement une activité de formation qui s'est développée de toute manière ces dernières années, formation à distance, c'est-à-dire que le présentiel devient un épiphénomène finalement pour certains types de formations, notamment nous on forme au nouveau métier du numérique. Et alors ces derniers temps, enfin ces dernières semaines, je dirais même, on a eu une demande très forte, bien évidemment, de formation management à distance et de management de la force de vente aussi, et de gestion d'un entretien client, d'un acte de vente à distance. Donc effectivement, on a une demande aussi de former les commerciaux à pouvoir gérer cette nouvelle situation, d'avoir à gérer des rendez-vous à distance, d'avoir à faire des relances, des approches à distance, alors qu'on sait que pendant un moment, on va peut-être pas avoir quand même pléthore de rendez-vous physiques. Donc voilà. Donc finalement, la formation a été un peu mise dans l'embarras ces derniers temps, je dirais. Mais je pense qu'il y a des opportunités de rebondir effectivement en allant vers les formats de classe virtuelle, numérique, e-learning, etc. Et que ça va être une opportunité sur le marché qui va être relativement importante. Et par rapport à ce qu'on évoquait sur ce qui va changer après ce confinement, je pense qu'effectivement, finalement, on est dans l'accélération de la transformation. C'est-à-dire que la transformation, on en parlait beaucoup dans les organisations, il faut se transformer. Là, le Covid, c'est un super accélérateur au niveau de la transformation, parce qu'on a vu qu'on pouvait faire des choses qu'on n'imaginait peut-être pas encore il y a quelques mois. Donc, en tout cas, on pouvait s'adapter assez rapidement pour aller et explorer de nouvelles voies. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Et l'avantage aujourd'hui, que c'est même si de manière contrainte, en fait, on le subit pas forcément. C'est une excitation collective, je pense, là-dessus. Ouais. Merci beaucoup, Muriel. Laurent, est-ce que tu es revenu? Non, je me permets de répondre à sa place. On a perdu Laurent qui n'arrive pas à se connecter. Et du coup, c'est de mon côté aussi. Tu m'entends, Dan, ou pas? Non, on a perdu Dan. Bon, je me permets juste de répondre à la place de Laurent, puisque je suis dans le même groupe. Sur cette dernière question, je veux simplement rejoindre ce qui a déjà été dit, parce qu'effectivement, on a tous fait l'expérience dans les différentes entités françaises, mais aussi européennes du groupe, du levier d'accélération incroyable. J'allais dire formidable, le mot est peut-être pas forcément très adapté vu la situation, mais levier d'accélération incroyable de chantiers qui étaient déjà en fait, qui étaient préexistants, qui étaient pour certains pas très avancés et qui d'un coup d'un seul ont émergé, ont été mis en production, notamment en Espagne et en France. Donc Laurent évoquait la création du hub, il va y avoir une initiative équivalente au niveau européen. Et qui fait sens aussi dans ce qui a été dit, notamment par John, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi un effet de loupe, c'est-à-dire que on n'est jamais que dans un épisode qui nous permet de confirmer, de valider
ce à quoi on sert pour les professionnels du droit et quelle est notre place à leur côté. Évidemment qu'il y a de l'innovation dans les formats ou plutôt une nouvelle appropriation de formats qui est déjà présent par exemple dans la presse généraliste et dans d'autres secteurs, mais ça n'est jamais que dans la continuité de ce qu'on fait déjà et de quelle est notre place. Donc j'ai l'idée que il y a à la fois de l'accélération, il n'y a pas de rupture. Il y a surtout de la confirmation et de la maturation de ce à quoi on sert en tant que fournisseur d'informations juridiques. Voilà. Merci beaucoup, Soumi. C'est vrai que, en fait, d'une manière globale, que ce soit à titre personnel ou beaucoup professionnel, mais les deux sont extrêmement imbriqués en ce moment. C'est qu'il y a une vraie quête de sens, il y a une quête de sérénité, et il y a une quête de connaissance, et si possible, aujourd'hui, de croissance. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter à ce niveau-là. On va clôturer aussi, on va conclure, avec Arnaud. Arnaud, tu es toujours avec nous? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, comment moi je vois les choses, moi je pense qu'on va garder notre esprit au monde du droit d'innovateur entre guillemets. On fait beaucoup de vidéos, donc on va poursuivre sur la vidéo. On a notamment juste avant le confinement, on avait inauguré notre nouveau studio. Donc, on va continuer dans cette voie-là. Le podcast qu'on a testé, c'est un essai concluant. On a pas mal d'audience sur ces podcasts, ça a bien fonctionné. Donc, c'est un format qu'on va garder. Donc, ça, c'est des aspects, je dirais, positifs en termes de format. Mais je pense que, dans le fond, le rôle du journaliste juridique et des éditeurs au sens large, il ne va pas changer. Ça a été dit notamment par June. C'est de délivrer une information juridique de qualité, pertinente, d'essayer de la décrypter. De donner la place aux professionnels du droit pour qu'ils s'expriment, aux legal tech, tous les acteurs que Open Law connaît bien, tout cet écosystème. Donc ça, sur le fond, notre rôle ne va pas changer. Ce qui est sûr, et je rejoins ce qui a été dit également, c'est que cette crise est un accélérateur pour les outils numériques. Et beaucoup qui étaient réfractaires, qui, sous l'effet de la contrainte, effectivement, dans cette crise inédite, ont été séduits, je crois, par les outils. Alors après, chacun sera libre d'utiliser et de trouver les outils qui lui conviennent. Après, ce sera peut-être pas forcément une révolution, ça va accélérer les choses, mais on va peut-être pas changer du tout au tout. Les questions de management, évidemment, sont fondamentales. Il y a plein de choses qui vont sûrement changer, s'adapter, etc. Sans non plus, je pense pas qu'il y ait de révolution, mais effectivement, le télétravail va peut-être prendre plus de place en fonction, effectivement, des équipes, des services, etc. Donc, moi, je crois, en résumé, donc notre rôle de journaliste juridique ne va pas changer. Une évolution, mais pas une révolution, et une accélération de la transformation numérique. Ok, écoutez, merci infiniment. Juste avant de conclure et donner la parole à Soumi, je remercie en tout cas infiniment tous nos invités qui nous ont fait le plaisir aujourd'hui d'être parmi nous dans ce live Open Law. Donc je tiens bien sûr à remercier Arnaud Dumouriez, Gaël Marot-Desgrottes, Laurent Montant et Soumi Saint-Auguste, Olivier Anceschi et donc Muriel Doyen, June Perrault et puis moi-même aussi votre animateur et modérateur du jour. Soumi, si tu veux conclure. Alors, ce n'est pas tant une conclusion que plutôt une invitation à vous reconnecter malgré les difficultés techniques. On va essayer d'arranger ça la semaine prochaine, parce que les lives continuent et donc je vous annonce que la semaine prochaine on ouvre un second volet pour les instances représentatives des professions du droit. Il y a un replay qui est déjà accessible, donc qui correspond au jeudi de la semaine dernière. Qui réunissait des huissiers, des avocats et des conseillers en propriété intellectuelle, qui a été très intéressant, très animé, très vif. La parole était très libre, et c'est souvent le cas chez Open Law. Second volet, donc vendredi prochain, avec d'autres représentants, notamment du côté des notaires et des experts comptables, ainsi que des directions juridiques avec le cercle Montesquieu. Voilà, et donc ça se passe à midi, ça dure 3/4 d'heure, voire 1 heure. Et moi je vous remercie sinon en tant que Dan de vous être prêté à l'exercice. J'espère vous revoir très bientôt. Alors juste pour conclure,
Comme vous savez, donc la semaine dernière, c'était le 1er mai, c'était un peu la fête du travail et puis maintenant du télétravail. Demain, c'est le 8 mai, donc j'aimerais juste revenir là-dessus. Vous savez que le 8 mai, c'était donc la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Espérons que demain, en tout cas très prochainement, ce soit la victoire forcément contre le coronavirus et la fin du virus et l'annonce de la capitulation de la propagation de celui-ci. Voilà. Merci à tous. Merci Dan. Merci bien. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir, portez-vous bien. Bonne journée. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir.